Nous sommes dans les années 30. La traction à vapeur règne en maître sur le réseau ferré, mais déjà, on sent la concurrence naissante du transporteur routier, c'est-à-dire les autocars et l'automobile de tourisme. D'où l'idée d'un certain nombre d'ingénieurs de se dire mais comment pouvoir concilier les deux? Comment avoir les avantages de l'un et de l'autre? Du chemin de fer, la sécurité par le guidage sur un rail, et pour l'automobile, d'avoir le confort, le silence et la souplesse procurés par le pneumatique. Autrement dit, comment mettre un engin ferroviaire sur des pneus? Telle est la question que s'est posée André Michelin. Nous sommes en 1929. Sans doute, M. Michelin avait-il une propriété sur la Côte d'Azur. Il prenait régulièrement des trains couchettes de nuit pour aller sur la Côte d'Azur. Et il s'est plaint auprès de ses ingénieurs de ne pouvoir dormir, de ne pouvoir fermer l'œil en raison du bruit fait par le chemin de fer, le fameux tac-tac, 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 provoqué par le contact des roues au joint des rails. Et il leur dit, eh bien, mettez-moi les trains sur pneumatique. Le problème était posé. La question était bien formulée, mais la réponse était difficile à trouver. Et oui, il fallait inventer deux choses. Un pneumatique qui puisse rouler sur le rail, et deux, un véhicule beaucoup plus léger. Pourquoi? Eh bien parce que le pneumatique, ayant une faible surface de contact avec le rail, ce pneumatique ne pouvait encaisser qu'1 tonne de charge par essieu, c'est-à-dire beaucoup moins que le chemin de fer. Donc de fait, il fallait concevoir de nouveaux véhicules comme celui-ci, qui devaient tuer au départ à la construction aéronautique, autrement dit, qui faisait un grand usage de l'aluminium. Et c'est ainsi que sont nées, en 1931, les premières Michelin. Autrement dit, un véhicule sur rail roulant sur des pneumatiques Michelin. Regardez, voici une Michelin qui a circulé sur le réseau de l'Est. Elle est magnifiquement restaurée. Elle est exposée ici, à la Cité des Trains, à Mulhouse. C'est vraiment un spécimen. Et vous voyez tout de suite, regardez, le bogie avec les pneumatiques, c'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de roues. Par bogie, il y a 8 roues, de façon à réduire la charge sur chaque pneumatique. Et puis, petit détail, comme c'est des pneus, ils peuvent crever, eh bien, il y avait, vous voyez, des roues de secours de part et d'autre. Il y en avait 4 sur le véhicule. Il était propulsé par un moteur Hispano-Suiza. Ces Michelin ont circulé sur l'ensemble du réseau de la SNCF. Et comme M. Michelin avait le sens, disons, de la publicité et du marketing, il a fait de magnifiques démonstrations devant la presse, et notamment un magnifique Paris-Deauville, à l'époque, à 107 km/h de moyenne. Mais hélas, les Michelin n'ont pas survécu à la guerre et tout s'est arrêté en 1950. Reste un mot, Michelin, et oui, elles ont été remplacées par des autorails, autrement dit des constructions vraiment ferroviaires sur rail, mais les gens se souviennent toujours de ces petits engins qui parcouraient la campagne, des petits engins peu bruyants, des petits engins à la livrée crème et rouge, qui étaient en fait des autorails, mais on a conservé le nom Michelin. Donc, ce DVD est consacré aux pneus sur le rail. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, la restauration des Michelin. Et oui, comment une poignée de passionnés, grâce à eux, on a pu sauver 2 Michelin tropicales conçues spécialement pour les colonies, les fameuses coloniales. Elles étaient en service sur le réseau de Madagascar. Vous verrez, c'était des engins assez étonnants qui avaient la forme d'un autobus avec le capot, la partie arrière. Il n'y avait pas de volant, mais il y avait des fauteuils en osier. Et à l'intérieur, il y avait les aérateurs. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Silence, on roule. Autrement dit, le pneu sur le rail avec de véritables trains, les trains sur pneus, qui ont circulé d'abord sur Paris-Strasbourg, puis sur Paris-Bâle. Deuxième bonus, comment ça marche? Eh oui, comment fabriquer un pneumatique et un bogie qui puissent rouler sur les rails. Troisième bonus, des idées d'avance. Eh oui, la RATP également a utilisé le pneumatique sur le rail, ce fameux métro sur pneus, dont le premier modèle a été les MP55, MP pour métro pneu 1955. Enfin, quatrième bonus, un homme à métier, mais c'est celui d'ingénieur. À la division recherche de la SNCF, il y a des ingénieurs qui sont spécialisés dans l'étude du bruit. Et si le chemin de fer veut se développer dans un environnement urbain, eh bien, il va falloir qu'il progresse considérablement dans le bruit, ne serait-ce aussi que pour la très grande vitesse. Vous allez voir, c'est passionnant. Ambiance de fête à la gare de Tamatave. Cela faisait 8 ans qu'on ne les avait pas revus, ces curieux engins blancs à la ligne rétro, qui doivent tout aux autocars de nos campagnes, mais qui roulent sur des rails.
Ce sont les derniers vestiges d'une lignée d'engins fabuleux qui auraient à jamais disparu s'il n'y avait pas eu la volonté et la passion d'une poignée d'hommes. Tananarive pour les Français, Antananarivo pour les Malgaches. C'est la capitale de cette île-continent légèrement plus grande que la France. Au centre de la ville, près de la gare, l'étonnant marché, le Zoma, c'est paraît-il le plus grand d'Afrique. Julien Randriamanana est aujourd'hui à la retraite. Pendant 36 ans, il a conduit les Michelines sur le réseau des chemins de fer malgaches. Et 36 ans passés au chemin de fer, cela laisse des traces. Tous les vendredis, Julien traverse le Zoma. Il passe à la gare, histoire de saluer ses anciens compagnons de route et surtout de jeter un coup d'œil aux Michelines, qu'il a amoureusement protégées de la destruction. Ces Michelines, les voici. Des carcasses sans vie, abandonnées sous un hangar, mais que Julien a choyées, dorlotées, entretenues, comme si un jour elles allaient de nouveau rouler. Quand je suis en retraite, je suis venu voir tous les jours la Micheline pour qu'il ne s'abîme pas. Et pendant ce temps-là, ma femme est très jalouse puisque j'ai dépensé beaucoup de temps avec la Micheline. À voir l'intérieur, tout y est. Fauteuil en osier, porte-bagages en filet. Un vrai miracle, comme si le temps s'était arrêté durant 8 années. La Micheline, c'est l'enfant chéri du chemin de fer des années 30, le mariage réussi entre le train et l'automobile. Au premier, elle emprunte la sécurité grâce au guidage par les rails. Au second, elle emprunte le confort et la souplesse du pneumatique. Et comme elle roulait sur des pneus Michelin, on a baptisé ces curieux autorails sur rail du nom de Micheline. Un chapitre méconnu de l'histoire de la firme de Clermont-Ferrand. C'est, paraît-il, parce qu'André Michelin, en 1929, n'a pu dormir en wagon-lit entre Paris et Cannes à cause du bruit des roues sur le rail, qu'il demandait à ses ingénieurs de concevoir un engin ferroviaire roulant sur les pneumatiques. Des premiers prototypes empruntés directement à l'automobile, naquit en 1931 cet engin qui ressemble directement à une voiture. Et comme le pneumatique était étroit et ne supportait pas les charges, il fallut multiplier les roues et alléger au maximum la caisse. Et pour une révolution, cela en fut une. Le secret réside dans le pneu-rail. Il assure le guidage et procure le silence et une forte adhérence. Il boit l'obstacle, dit la publicité de l'époque. Fini donc le toc-toc des roues. Résultat, un engin silencieux, rapide et confortable. En un mot, une nouvelle conception du chemin de fer. À une époque où, pour être efficace, le train devait être lourd, sale et bruyant. Une nouvelle race d'engins qui bouleversait le paysage ferroviaire. Cela ne marchera jamais, devait sans doute dire bon nombre de cheminots. Et pourtant, le succès fut au rendez-vous. Ce curieux engin au nez de camion et économique comme un autocar pouvait donc desservir les petites gares. Il pouvait même faire du porte-à-porte. À chaque réseau, sa particularité. Avec son nez de camion et ses hublots d'avion, cet engin battit des records de vitesse sur Paris-Deauville. À chaque année, son modèle. L'ancêtre, la Pampan de 1931, à caisse en bois et calandre pointu, caractéristique des Panhards. Un an après, la Type 2 de 24 places. Novembre 1933, les ingénieurs de Michelin s'enhardissent avec ces modèles plus proches de la série que du prototype.
Autre révolution, avec le conducteur qui quitte l'avant du véhicule pour le toit, ce qui permet de rouler facilement dans les deux sens. On va même jusqu'à les accrocher par deux. 1935, avec ses couleurs rouge et crème, elle devient définitivement la Micheline de nos campagnes. Mars 1936, l'apothéose pour cette lignée de fabuleux engins, la Micheline triple de 100 places. Bref, une centaine d'engins construits qui rouleront sur presque tous les réseaux, mais ne survécurent pas à la Deuxième Guerre mondiale. Mais parallèlement à cette aventure, dès 1931, à la demande du ministre des Colonies, Michelin étudie un modèle pour les voies étroites et mal entretenues des territoires d'outre-mer. Résultat, ce modèle 51 a la ligne caractéristique d'autocar sur rail. Les premières furent livrées à Madagascar de 1933 à 1935. Une nouvelle commande de 3 unités en 1950 porta leur nombre à 7. En tout, 19 Michelines furent construites, dont 7 pour le Mozambique, 1 pour le Niger, 2 pour l'Indochine et 2 pour le Congo. Madagascar fut donc le paradis des Michelines entre 1933 et 1989. Mais faute de pièces détachées, il n'en restait que 2 en état de marche. Et encore, ne servaient-elles qu'à des circuits touristiques jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Parce que l'épuisement du pneu, puisqu'il n'y a plus du pneu à ce moment-là. Et puis vous voyez bien avec cette pneu, c'est usure. C'est pour cela qu'on ne peut plus les rouler. Ici, vous voyez. Vous n'aviez plus de pneus pour rouler? Non, il n'y a plus de pneus pour ça, pour la essence. D'un côté donc, une pile de pneus usagés, de l'autre, des carcasses sans vie que Julien s'obstine à entretenir et à préserver du pillage. Julien est un homme de cœur. Il sent bien que ces engins font partie de sa vie et du patrimoine de son pays. Seul un miracle et la passion d'une poignée d'hommes pouvaient les sauver. La suite tient du conte de fées et passe par un article dans le journal La Vie du Rail. Le point de départ de l'aventure des Michelines, c'est en fait cet article d'un journaliste qui raconte que ces machines étaient arrêtées depuis plusieurs années et malgré ça, les cheminots, les avaient malgaches, les avaient tellement dans leur cœur qu'il y en avait un en particulier, un certain Bernard, qui se levait une fois par semaine, tous les vendredis matins, pour graisser sa machine et il attendait le miracle. Et alors le miracle, chose à dire, ça a été vous, pourquoi? Le miracle, c'était qu'il leur manquait les pneus. Et donc, j'ai fait fabriquer des pneus, j'ai retrouvé des vieux plans de 1930, j'ai fait fabriquer des pneus des chambres, et un beau jour, j'ai débarqué à Tananarive avec les pneus et les chambres. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. On a essayé sur la Micheline, ça a marché, et l'aventure a commencé. Mais la suite est encore plus incroyable. Non seulement Michelin fait fabriquer des pneumatiques, mais il se lance dans une opération de sauvetage d'un véritable patrimoine culturel et technologique pour Madagascar et le chemin de fer en général. Banlieue de Tananarive, on est loin des problèmes de sauvetage des Michelines. Et pourtant, à 2 pas de là, en contrebas de la route, dissimulés par une toiture en tôle ondulée, les 2 carcasses envahies par la végétation. Depuis 20 ans, ces 2 vestiges des chemins de fer des années 30 servaient de caravane pour la famille Asparia. Ben voilà, ça fait depuis 20 ans que j'habite là. J'ai mis les 2 Michelines côte à côte. J'ai mis la toiture pour protéger de la pluie. Et là où nous sommes, c'est la chambre des enfants. Bon voilà, ici c'est la chambre à coucher. Par là c'est le salon. Vous voyez ici j'ai pu conserver le porte-bagages et persiennes. Et par là c'est la salle à manger. Et ici c'est le poste de conduite que j'ai transformé en cuisine. Restait à récupérer les engins en vue de leur restauration. Tour du propriétaire. À la place du moteur, les racines d'un philodendron. Le pare-buff est à sa place.
La caisse est intacte. Les marquages d'origine prouvent que l'on a bien affaire à la première des 4 Michelin commandées en 1938, mais livrées en 1950. Restait à récupérer les carcasses en vue de leur restauration complète. Première étape, aménager une voie d'accès. On démonte une cabane qui servait de cabinet d'aisance. On coupe un bananier trop encombrant. Deuxième étape, on vide les carcasses du mobilier. Troisième étape, on démonte la terrasse, si on peut encore appeler cela une terrasse avec sa tôle ondulée. Quatrième étape, on remblait le terrain pour permettre l'accès des camions. La suite, c'est l'affaire des cheminots habitués à soulever de lourdes charges. Et les 4 tonnes des frêles carcasses d'aluminium ne posent aucun problème. Mais attention, elles sont fragiles. Il ne faut pas vriller le châssis ultra léger. En une demi-journée, la première Michelin était prête à être chargée sur un semi-remorque. Mais nous sommes à Madagascar et les mauvais esprits ont la vie dure. Quelques gouttes de cœur de chauffe vont en venir à bout. Et le résultat fut à la hauteur des espoirs. Ici, on ne s'embarrasse pas de détails pour relever les lignes électriques. Ou ça passe, ou ça casse. Suit maintenant une traversée triomphale de la ville. Cela tient du retour de l'enfant prodige. Nous étions en avril 95 et le contrat prévoyait la livraison de 2 Michelin en parfait état de marche 7 mois plus tard. Commença alors une véritable course contre la montre avec la recherche de pièces détachées. En fouillant les armoires des chemins de fer malgaches, on retrouva même les derniers plans encore existants, les autres ayant été détruits lors du bombardement des usines Michelin à Clermont-Ferrand. Sous un hangar dormaient des fauteuils en osier. Tous les éléments furent repris. Poste de conduite, transmission, freinage, pose de nouveaux pneumatiques. Et là, on retrouva bien vite, 20 ans après, les gestes qui firent le succès des Michelin. On est loin de l'ambiance traditionnelle du chemin de fer, puisque l'on se croirait dans un garage. Tout le secret réside dans le fait que le talon du pneumatique vient bien se loger dans une rainure de la collerette métallique qui assure le guidage. Point délicat, le bogie. Une vraie merveille de technique pour l'époque, avec ses 6 roues pour seulement 900 kg et une suspension très souple grâce à de grands ressorts elliptiques. Restait à parfaire le travail en retrouvant au fond d'un atelier des moteurs diesel d'origine, des panhards de 80 chevaux auxquels les mécaniciens malgaches ont su redonner vie.
Après 6 mois de restauration, les 2 Michelin retrouvent enfin leurs roues sur pneumatique. Un dernier coup de chiffon et le premier coup de démarreur redonna vie 20 ans après aux autorails sur rail. Allez, va. Le sous-ronflement, si caractéristique des pampans, marquait le retour des Michelin à Madagascar. Mais restait l'épreuve de vérité, le banc d'essai de la Michelin et surtout son comportement sur la voie. On se croirait revenu dans les années 50, où les Michelin parcouraient les 369 km de Tananarive à Tamatave, le port, sur la côte Est, en 8 heures. À la sortie de la capitale malgache, la ligne longe un canal transformé en lavoir. Après 40 km de parcours en plaine, première gare. Et ici, on redécouvre les joies du chemin de fer de grand-papa avec sa circulation à voie unique. Pas de signaux le long de la voie, simplement des messages attrapés au vol. Si le papier est vert, on continue. S'il est rouge, on s'arrête. Tout au long des 370 km qui séparent la capitale de la côte, on ne compte qu'une dizaine de gares. Mais la Michelin est l'occasion de découvrir par l'intérieur la grande île avec ses anachronismes et ses contrastes. Tout allait pour le mieux pour ce premier voyage, jusqu'au moment où la mécanique a rendu l'âme. Apparemment, c'était du côté des roues. Ça, c'est le tambour de frein, et ça, c'est l'axe de la roue. Oui, voilà. Et l'axe, là-bas, C'est là. et l'axe, c'est cassé. Il est cassé. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ah, c'est des yeux, bon, c'est des yeux, c'est comme ça. Oui, ça nous est déjà arrivé 1-2 fois, d'après eux. Toujours des axes qui cassent. Oui, oui. Mais Mais 2 depuis fois que- en 10 ans, donc c'est pas mais très pas- très fréquent comme incident. Rare, fort heureusement. Mais n'oublions pas que ces engins ont près d'un demi-siècle et leur conception date des années 30. Quelques heures de mécanique le long de la voie et l'ingéniosité des Malgaches a fait le reste. Tsikiriti et Vico Vico, ce sont des noms d'oiseaux rares à Madagascar, aussi rares que ces 2 Michelin qui sont les dernières en service dans le monde. Aujourd'hui, elles n'assurent que des services réguliers, mais simplement des promenades touristiques à travers cette île aux 1000 visages. Ici, la ligne rejoint la mer. Plus loin, les traces du passage du dernier cyclone. Elles n'ont pas encore disparu. Bien souvent, faute de place, route et rail ont appris à vivre ensemble et partagent les mêmes espaces. Voilà ce que l'on appelle un pont pour 2. Finalement, ce qui fait le charme de Madagascar, c'est l'infinie variété des paysages traversés. Depuis les champs inondés des rizières, aux escarpements rocheux, en passant par la savane et les magnifiques forêts de l'intérieur.
où on redécouvre l'art et la manière de jouer au petit train. Chaque gare, chaque halte est en soi un spectacle. Et voilà comment nos grands-parents faisaient des demi-tours. À bord, le charme des ouets de la coloniale, un voyage inoubliable, une plongée dans le passé. C'est bien, c'est super. C'était sympa? Oui, Très oui, bien, très ouais. très bien. Très bien. Extra. Les Michelin sont loués assez régulièrement, c'est sur demande, mais il y a quand même une basse saison et une haute saison. Et en haute saison, il faut bien compter 2 à 3 locations par mois. Mais on essaye d'espacer les locations, car les Michelin sont assez âgés et on essaye donc de les ménager. Plus de 50% évidemment, ce sont des étrangers de toute nationalité. Beaucoup de Français. Beaucoup de Français, oui. Beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands. À 10 000 km de Madagascar, autre ambiance rétro. Même époque, même écartement des voies. C'est le temps des petits trains de nos campagnes d'entre les deux guerres. Nous sommes sur le magnifique réseau des chemins de fer de la baie de Somme. Saint-Valery sur le port, un rendez-vous historique. Car c'est ici que la Micheline malgache vient finir ses vieux jours. ZM 516 est l'une des caisses rachetées par Michelin, remise en état à Madagascar, puis parfaitement restaurée dans les ateliers des chemins de fer de la baie de Somme. Elle est une pièce de musée unique au monde. Tous les ferrovipates d'Europe, c'est ainsi que l'on nomme les passionnés du chemin de fer, viennent l'admirer, ce vestige des chemins de fer coloniaux, sauvés par l'amour des hommes. Et c'est une bouffée d'air de Mada aux portes de Paris.
Confort et silence, voilà les deux qualités essentielles de la rame composée de voitures métalliques roulant sur bandage pneumatique Michelin, ou plus exactement roulant sur un chemin d'air interposé entre le véhicule et le rail, empruntant ainsi à la technique automobile. Ces voitures sont construites entièrement en acier spécial austenitique, contenant 18% de chrome et 8% de nickel, ce qui donne à cet alliage parfaitement inoxydable dans l'atmosphère des propriétés mécaniques remarquables. Le choix du bandage pneumatique, de préférence au bandage en acier d'usage courant, a été dicté par la recherche d'une amélioration notable du confort par le silence. Non loin de la petite gare de Gaillon-Aubevoie, dans la vallée de la Seine, en pays normand, se dressent les établissements Carrel-Fouché, à qui la SNCF a confié le soin de construire la première rame métallique de ce genre. Matière première, les rubans d'acier qui formeront les flancs et la toiture des voitures subissent un laminage à froid et, suivant le degré d'écrouissage, la résistance à la rupture par traction pourra atteindre 65 à 140 kg au millimètre carré, la limite élastique de 30 à 90 kg et l'allongement à la rupture de 60% à 3%, ce qui fait de ce métal l'élément idéal pour l'allègement dans la sécurité. Chacune de ces bandes mesure plus de 20 mètres de longueur et la perspective leur donne un effet de fragilité paradoxal quant à leurs caractéristiques. Les parties du châssis, toujours en cet acier dit 18-8, sont assemblées et soudées électriquement ainsi que toutes les autres parties de la voiture, suivant le procédé Budd, qui vit le jour en 1935 aux États-Unis. Ce procédé permet la soudure de l'acier inoxydable, même écroué, sans aucune détérioration, de sorte que ce métal noble vient étendre le champ des aciers spéciaux de construction. Cependant, son épaisseur, extrêmement faible, a imposé une étude très approfondie des divers éléments de constitution pour éviter le voilement. Aucun rivet, aucun boulon n'entre dans la construction de ces voitures. Tous les assemblages sont réalisés à la soudure par résistance. L'ossature de caisse, conçue suivant le principe de la construction tubulaire, adopté par la SNCF, et qui a reçu une consécration mondiale au Congrès international des chemins de fer en 1947, est amenée et fixée sur le châssis. Construite spécialement, cette machine permet de former à froid les cintres qui supporteront l'assemblage des bandes métalliques qui formeront le pavillon, c'est-à-dire le toit de la voiture. Le pavillon, construit, monté et soudé à part, va être d'une seule pièce amené en place par le pont roulant.
Lentement, avec précision, cet important élément descend sur ses assises et finit ainsi un des premiers stades de la construction, l'ossature de caisse. Pratiquement, la voiture est construite, mais ce n'est pas tout, il faut qu'elle roule, donc pour cela il faut bogies, essieux et roues. Mais ce n'est pas une voiture ordinaire. Comme une automobile, elle roulera sur pneu, le pneu rail, qui voici bientôt 20 ans vit le jour en France. Évidemment spécial, il possède cependant une chambre à air et se gonfle à 9 kg. Le bogie se compose de 5 essieux, liés au châssis rigide par des dispositifs élastiques bibax, essentiellement constitués par un bloc de caoutchouc d'élasticité exactement mesurée. Du type automobile aussi sont les freins, à commande oléopneumatique, comme sur les trains normaux. Et l'adhérence du pneu sur le rail, même humide, assure une très bonne efficacité. Les roues des 4 essieux extrêmes possèdent le boudin guide en acier commun à toutes les roues de chemin de fer. Seules celles équipées sur l'essieu central en sont dispensées. Cet ensemble est suffisamment rigide pour qu'en cas de dégonflement intempestif d'un pneu, la charge se répartisse sur les 9 autres roues afin que le bandage avarié puisse par conséquent rouler sans aucun inconvénient. La rame étant isolée des rails par les pneus, des frotteurs métalliques assurent le court-circuitage nécessaire à la commande des signaux. Avant l'aménagement intérieur, on procède aux essais de la première voiture construite. Les attelages reliant les voitures entre elles et à la machine sont semi-automatiques. Leur élément élastique est constitué par des bibax qui, travaillant en compression et en traction, peuvent absorber un effort de 2050 kg/m pour une course de 145 mm à la compression. Sous le châssis circulent les diverses canalisations nécessaires à la vie et à la sécurité de la voiture. Les roues de rechange ne sont pas oubliées. Le chauffage à vapeur est du type SNCF, à air pulsé avec régulation automatique. Un groupe électrogène de 20 kW installé dans le fourgon de la voiture mixte deuxième classe fourgon fournit le courant nécessaire à l'éclairage et à la ventilation. En été, cette ventilation forcée assure le renouvellement de l'air à raison de 2400 m3 par heure. Les marchepieds mobiles ont permis de placer les portes d'accès dans le plan des faces et d'assurer une parfaite continuité aérodynamique. La légèreté étant le principe fondamental de la construction, il est normal que l'aménagement intérieur suive ce principe. Tout est léger, sans pour cela oublier la solidité, même pour le matériel ménager du wagon-restaurant. Celui-ci peut recevoir par service 48 convives autour de ses tables. Installé dans une des voitures de première classe, un bar permet de servir des consommations. De larges fauteuils Pullman tapissés d'écossais complètent son aménagement. 48 voyageurs trouveront dans cette voiture de première classe un confort idéal. Comme pour toute la rame, l'éclairage est assuré par des tubes fluorescents placés sous des plafonniers en plexiglas opalin. Aux extrémités des voitures se trouve une soute pour les gros bagages ainsi que les lavabos. 176 places offrent aux voyageurs de seconde classe dans le vert jade de leur siège l'assurance d'un paisible parcours. Majestueuse par sa machine, sobre par la ligne impeccable de ses voitures dont chacune pèse moins de 14 tonnes, la première rame légère en acier inoxydable sur pneumatique entre en service.
voyageurs, c'est un étonnement de ne plus entendre le bruit des joints, si caractéristique, du train qui depuis toujours l'a bercé au cours de ses voyages. Mais en revanche, quel repos! En cette fin de 1948, faisant ses premières armes entre Paris et Strasbourg, le train se glisse à travers cette campagne française qui, il y a 100 ans, vit avec quelques surprises pour la première fois rouler son ancêtre. Bon vieux train, bonne vieille machine, soyez fiers de votre race. Grands-parents de nos rapides d'aujourd'hui, soyez contents de vos petits-enfants. Ils sont de leur temps, toujours en tête du progrès, et malgré leurs pneus, toujours chemin de fer. Le pneu sur rail, comment ça marche? Revenons un petit peu en arrière, nous sommes en 1929. André Michelin, qui visiblement avait une maison sur la Côte d'Azur, prenait souvent les trains de nuit et il ne pouvait pas dormir parce qu'il était réveillé par les bruits de roulement et puis par le fameux tac-tac provoqué par les jointures des rails. À l'époque, il n'y avait pas des rails soudés. Il demande donc à ses ingénieurs, eh bien écoutez, faites-moi quelque chose de silencieux, débrouillez-vous. Ben oui, pourquoi ne pas mettre le train sur des pneumatiques? Facile à dire, mais pour ça, il fallait résoudre un certain nombre de problèmes techniques. Et ils l'ont fait. Voici le résultat. Voilà donc ce fameux pneumatique, vous voyez, qui a été conçu pour rouler sur des rails. Et pour ça, il a fallu résoudre un certain nombre de problèmes. Le premier, c'était d'abord une faible surface de contact entre le pneu et le rail. Et pour éviter le phénomène de poinçonnement, il a fallu donc faire un pneu très résistant, mais à haute pression. La deuxième chose, comme ce pneumatique ne pouvait pas prendre des charges énormes, pas plus de 1000 kg, alors qu'une roue encaisse, un essieu encaisse jusqu'à 20 tonnes, vous voyez donc la différence, eh bien il a fallu faire des caisses de voitures extrêmement légères et utiliser la construction aéronautique et donc l'aluminium. Troisième problème, pour éviter toujours la charge par essieu, on a donc multiplié le nombre de roues. Regardez, voici donc un bogie d'un train sur pneu, 1, 2, 3, 4, 5 essieux. C'était quasiment le maximum permis pour pouvoir permettre l'inscription dans les courbes. On multipliait donc le nombre de roues pour réduire la charge unitaire. Enfin, dernier problème, le secret de la réussite, il est ici. Il fallait assurer le guidage. Et le guidage était réalisé de la façon suivante. Vous voyez, ce pneu était monté sur une roue métallique comme une roue de voiture. Et derrière, il y avait un flasque qui servait d'épaulement. En quelque sorte, c'était le boudin qui assurait le guidage. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce pneumatique. Il n'est pas symétrique. Là, il présente un flanc bombé. Et à l'intérieur, vous voyez ici, présente un épaulement. Et cet épaulement, lorsqu'on monte le pneu, doit venir se mettre dans une gorge. Autrement dit, le pneu rentre dans une gorge, de façon à éviter que les cailloux du ballast viennent se loger entre le pneu et la flasque métallique. Ça, c'est le secret de la réalisation. Enfin, dernier point, en cas de crevaison, car ça pouvait arriver, regardez bien, il y avait un capteur de pression sur le pneumatique, comme sur les camions, qui mettait un signal d'alarme à bord de la locomotive qui lui disait un pneu crevé, il faut réduire la vitesse, et le chef de train parcourait la rame avec un voyant pour savoir quel était le pneu crevé. Et pour pouvoir continuer à rouler, mais à faible vitesse, regardez bien, comme le wagon s'affaissait, il y avait des roues métalliques ici qui permettaient de reposer sur le rail. Et on pouvait donc arriver à destination et changer de roue comme on changeait de roue de voiture. Enfin, le dernier point, le pneu n'assurait pas le contact métal-métal et donc ne permettait pas de chanter les signaux, de les faire passer au rouge. Et voilà pourquoi les bogies étaient dotées, vous voyez, de frotteurs métalliques. Regardez, les voici. Voilà ces frotteurs métalliques qui frottaient sur le rail de façon à ce qu'on appelle chanter les signaux et les faire passer au rouge. Donc, on a construit des Michelin parce qu'elles roulaient sur des pneus Michelin. Mais ce que l'on ne sait pas, ou que l'on oublie trop, c'est que l'on a construit des rames, des véritables rames de 6 voitures, 3 rames de 6 voitures, qui roulaient sur des pneus Michelin. Elles ont été mises en service entre 1948 et 1952, et ça s'est arrêté malheureusement en 1952 à la suite d'un déraillement à Nogent-sur-Marne. Et ces rames ont desservi d'abord Paris-Strasbourg, puis Paris-Bâle. Et tout le monde
à reconnaître, et moi j'en étais témoin puisque j'habitais Nogent-sur-Marne, on courait et ton môme voir passer le train sur pneus, parce qu'il avait une belle locomotive carénée bleue, avec des filets blancs, c'était des vieilles 230K chauffées au fioul, mais surtout, il y avait... on n'entendait plus de toc, 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 mais un chantement à l'intérieur. Donc, Michelin avait gagné son pari, mais malheureusement, ce fut un échec sur le plan commercial. Sur la route, largement ouverte, le car va de ville en ville. Sa capacité est réduite, mais il s'arrête à chaque village pour répondre aux besoins des populations rurales dispersées. Si le rail offre un libre parcours au rapide, qui, à plus de 100 de moyenne, emporte un millier de voyageurs, il ne s'arrête qu'aux grandes gares, tous les 200 ou 300 km. À des degrés divers, rapidité, débit et souplesse sont les qualités essentielles des moyens de transport collectif. En arrivant à Paris, le voyageur trouve une circulation intense dont la vitesse est réduite par l'encombrement et que des feux rouges, nécessaires mais impitoyables, contraignent à s'arrêter à de courts intervalles. Pourtant, il faut assurer rapidement et régulièrement les déplacements massifs d'une population laborieuse. C'est le rôle du métro qui échappe aux servitudes de la voie publique. Ces trains, dont chacun peut transporter presque autant de voyageurs qu'un rapide, s'arrêtent à des stations très rapprochées. Ainsi, dans tous les quartiers de la capitale, les Parisiens peuvent-ils trouver, à moins de 500 mètres de leur domicile, une des 270 stations du réseau prêtes à les accueillir. Comme le métro s'arrête souvent, les conducteurs passent près du tiers de leur temps de marche à accélérer ou à freiner. Mais quand l'adhérence médiocre de la roue métallique contre le rail limite l'efficacité du freinage, peut-être rêve-t-il de conduire une voiture dont, grâce aux pneumatiques, l'arrêt est spectaculaire. Les ingénieurs de la Régie autonome des transports parisiens et les constructeurs français de matériel roulant ont réalisé ce rêve en créant le métro sur pneus dont accélération et freinage sont remarquables. Des pneus verticaux de portage montés à l'extérieur de roues ferrées roulent sur des pistes de bois. La direction des voitures est assurée par des pneus horizontaux de guidage qui s'appuient sur des barres parallèles. Au franchissement des aiguillages, le guidage latéral est interrompu. Alors entrent en action les roues métalliques dont les mantonnets sont guidés par les rails. Les bogies comportent 4 pneus porteurs et 4 pneus guides. Sur les voitures motrices, 2 moteurs électriques attaquent chacun un essieu par l'intermédiaire d'un pont à différentiel. Dans l'atelier, équipé pour que les opérations soient rapides et faciles, on procède au montage d'une caisse de motrice sur ces bogies. Le roulement des pneumatiques sur les pistes de bois supprimant les trépidations dues à la voie ferrée, bogies et caisses, soumis à de moindres fatigues, sont de construction plus légère tout en conservant la robustesse du matériel ferroviaire. Quand les essais réglementaires de réception sont terminés, la rame est confiée à l'exploitation. Conducteurs et chefs de train en prennent possession et la conduisent en ligne.
Elle va entrer dans la ronde des 500 rames qui, sur les 170 km du réseau, transportent chaque jour 4 millions de voyageurs. Qu'il s'agisse de fortes rampes ou de courbes de faible rayon, les performances du métro sur pneus se révèlent nettement supérieures à celles du métro classique. Aussi, entre chaque station, de précieuses secondes sont-elles gagnées sur l'horaire. Quand il entre en station, après un arrêt rapide, sans être brutal, ces larges portes, également réparties sur toute la longueur du train, s'ouvrent automatiquement. La montée et la descente des voyageurs sont donc plus faciles et plus rapidement terminées. Chaque fois qu'une rame de métro sur pneus dessert une station, aux secondes gagnées par le freinage puissant et le temps réduit de stationnement, s'ajoute celle grignotée grâce à une accélération rapide qui la fait bientôt parvenir à une vitesse maximum aisément maintenue pendant la marche en tunnel. Toutes ces secondes additionnées représentent un substantiel gain de temps qui permet de réduire l'intervalle entre deux trains et, en conséquence, l'attente des voyageurs sur les quais des stations. L'exploitation du métro est un ensemble de techniques coordonnées avec précision et rigueur. Pour en tirer pleinement profit, les voyageurs doivent, dans un esprit de coopération, accepter de bon gré certaines disciplines inévitables. Il leur faut s'insérer dans une file d'attente, prendre au guichet un billet qu'on doit aller faire poinçonner, emprunter pour descendre vers le quai les escaliers et voir parfois le portillon se fermer devant eux. Mais n'est-ce pas indispensable pour que la sécurité et l'horaire soient respectés? Le métro tient une grande place dans la vie des travailleurs parisiens. Ils y passent en moyenne 1 heure chaque jour. Tout ce qui peut rendre leur séjour dans les voitures plus confortable et plus agréable est donc bien accueilli par les voyageurs. Ces améliorations ont été réalisées avec les nouvelles rames du métro sur pneus qui desserrent la ligne Châtelet-Mairie des Lilas. Dans ces voitures, aux sièges rembourrés dans les 2 classes, un éclairage rationnel et l'absence de trépidation permettent aux voyageurs de lire avec aisance, de prendre des notes, de modifier à leur gré la ventilation et même de converser à mi-voix. Cet ouvrier, après des heures de dur labeur, va rentrer chez lui. Comme c'est le cas pour la plupart des travailleurs parisiens, son domicile est éloigné du lieu de son travail. Un long trajet l'attend. Après l'agitation du chantier ou de l'atelier et de la rue, il aspire au calme. Lorsqu'une correspondance lui fait emprunter le métro sur pneus, il peut, au milieu de couleurs reposantes, claires et délicates, trouver dans le silence presque total une zone de détente précieuse qui le fait échapper au rythme fiévreux de la vie parisienne. Tous les Parisiens forment le vœu que soit proche le jour où des stations claires et vivantes accueilleront les rames brillantes du métro sur pneus.
Le bruit, c'est une vraie problématique pour la SNCF. On ne peut pas ignorer des situations comme celle-ci, où nous avons des circulations de trains dans des zones fortement urbanisées, avec en plus ici une particularité, c'est la présence de ce pont métallique qui renforce le rayonnement du bruit, augmente la gêne des riverains. La législation nationale aujourd'hui nous impose de réduire tous les points noirs acoustiques et elle est plus sévère qu'avant. Au niveau européen, nous avons aussi une directive qui est en préparation et qui risque de se révéler plus pénalisante pour le développement du trafic ferroviaire. Dans ce contexte, l'alternative pour la SNCF, si elle souhaite maintenir ses objectifs de développement de trafic ferroviaire et en particulier de doublement du trafic fret à 10 ans, c'est de trouver des solutions techniques viables qui permettront de réduire le bruit des circulations ferroviaires. Il y a trois sources principales de nuisances sonores lorsqu'on parle de circulation ferroviaire. La première, c'est le contact entre le rail et la roue. La seconde, c'est le freinage. Et la troisième, c'est bien évidemment l'engin moteur, les bruits de traction. On a travaillé sur le silencieux d'échappement du locotracteur, sur des équipements au niveau des compresseurs, principale source de bruit du locotracteur. On a ajouté sur le rail des amortisseurs qui permettent de réduire le bruit lié au contact. Sur les wagons, on a modifié les organes de freinage en installant des semelles composites et on a comme objectif d'installer des essieux dotés de déflecteurs. Et vous pensez que ça suffit à faire le sifflement ? Un léger sifflement au départ, oui. Et ça dure 2 3 jours, c'est tout. Chaque élément pris séparément apporte un gain intéressant, mais c'est lorsque l'on fait l'ensemble du package, c'est-à-dire le locotracteur, les wagons et la voie, que l'on obtient le gain le plus intéressant. Les premières mesures permettent de penser que le bruit a été réduit d'environ 8 décibels, sachant que dès que vous réduisez le bruit de 3 décibels, vous le réduisez en fait de moitié. Notre objectif, c'est de démontrer que le ferroviaire peut s'insérer dans un environnement urbain en réduisant les nuisances par rapport à ce que peut proposer le mode routier qui est actuellement le mode le plus utilisé pour acheminer des marchandises en ville. Le bruit, c'est aussi une question qui se traite à un niveau très local, comme sur un site particulier, comme ici, où nous avons un pont métallique qui renforce le niveau sonore de 5 à 10 décibels. Aujourd'hui, il y a un rapprochement entre RFF et la SNCF, en particulier la direction de la recherche, l'ingénierie et l'Île-de-France, pour mener des recherches pour réduire le bruit des ponts métalliques. La direction de la recherche travaille sur le coût du décibel. Elle met au point un outil d'aide à la décision qui permettra d'élaborer une vraie stratégie d'investissement quant au développement des solutions offrant le meilleur rapport coût-bénéfice acoustique. Il faut trouver rapidement des solutions dont les coûts ne mettront pas en danger la viabilité du chemin de fer. Et pour cela, la meilleure chance de succès, c'est que tout le monde en ait bien conscience et que chacun prenne sa part de responsabilité dans le chantier qui nous attend.